Sûr. Donc, je vous présente le travail qui a été réalisé dans le laboratoire par l'étude de la dynamique de l'ADN tumoral circulant dans le carcinome hépatocellulaire, hein, donc dirigé par Jean Charnot et c'est Claudia qui fera compagnie, qui était étudiante en thèse et qui maintenant est rentrée à Florence comme médecin oncologue. Alors, donc ça, c'est des conflits d'intérêts de Jean-Charles, c'est pas les miens finalement, j'en ai pas. Donc, le carcinome hépatocellulaire, c'est une tumeur qui est de moyenne fréquence en France, à peu près 8-10 000 cas par an. C'est une tumeur qui reste très fortement associée au décès des patients. On a fait des progrès thérapeutiques, on va le voir, avec des nouvelles thérapies, mais ça n'a pas complètement révolutionné en fait le taux de mortalité des formes avancées qui sont malheureusement trop souvent le cas et détectées trop tardivement chez les patients. Ce sont des tumeurs qui sont particulières par le fait qu'il y a beaucoup de facteurs de risque, hein. Entre autres les virus de l'hépatite B, l'hépatite C, l'alcool, l'obésité, les intoxications, enfin l'exposition à l'alpha-toxine B1, etc. Et c'est une tumeur aussi très particulière parce que dans une première étape, dans 90% des cas, il y a le développement d'une maladie chronique d'abord du foie, qui à son stade le plus sévère constitue une cirrhose, hein. Et au sein de cette cirrhose, on distingue des nodules de régénération dans le foie qui devient très fibreux. Et quand il y a d'abord des nodules de régénération dits de bas grade, puis des nodules de régénération dits de haut grade, puis le développement de carcinome hépatocellulaire et ensuite la progression tumorale. Au cours de ce processus, en fait, les hépatocytes, qui sont les cellules à l'origine des carcinomes hépatocellulaires, accumulent progressivement des altérations génétiques et épigénétiques, hein, dès le stade de dysplasie de bas grade et de haut grade. Et on connaît dans les altérations qui sont accumulées pendant ce processus de carcinogénèse, hein, différents pathways qui sont altérés. Et vous avez 6 pathways à peu près qui sont vraiment ceux qui sont altérés de manière très fréquente dans le carcinome hépatocellulaire. En tête de liste, c'est la maintenance de la longueur des télomères, hein. Ensuite, on a la voie Wnt-bêta-caténine, puis le cycle cellulaire par les altérations en particulier de P53 qui sont très fréquentes. Les gènes modificateurs de la chromatine, ARID1A, ARID2 sont les deux chefs de ligne, hein. Puis le pathway de la réponse au stress oxydatif, hein, et la voie AKT-mTOR. Donc ce sont vraiment les 6 pathways, mais il y en a d'autres, hein, aussi, qui sont les plus fréquemment altérés dans le carcinome cellulaire. Alors si on repasse ça sur le scope de l'histoire naturelle, hein, quand on regarde donc les différentes étapes, hein, ben, dès le stade de la dysplasie de bas grade, puis surtout de la dysplasie de haut grade, on a déjà dans certains nodules prénéoplasiques l'apparition de certains nodules sont mutés pour le promoteur de TERT et donc activent, hein, l'expression de la télomérase. Mais finalement, les altérations des gènes suppresseurs de tumeurs et des oncogènes, des autres oncogènes, parce que TERT est un oncogène, sont oh non, sont identifiés que plus tard, hein, quand il s'agit vraiment mais dès des étapes très précoces en fait du carcinome hépatocellulaire, que les anatomopathologies sont capables d'identifier. Et là, on voit dès ces étapes-là des mutations de P53, de bêta-caténine, etc. Et ça augmente avec les différentes grades d'avancement et de sévérité en fait de la maladie. Alors, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pour identifier donc ces différents marqueurs. On peut dire que TERT, c'est vraiment un marqueur de la transformation précoce, hein, et que les tumeurs, hein, et les cellules tumorales sont dépendantes de l'expression de TERT, hein. Si on éteint TERT, certaines cellules tumorales peuvent vraiment mourir. Donc, c'est, comme on dirait, une addiction en fait oncogénique, hein. Il y a différents marqueurs qui ont été identifiés, en particulier sur la base des classifications transcriptomiques, comme associés aussi à la sévérité et au mauvais pronostic des patients. Et bien sûr, P53 et la voie RB, qui sont très importantes pour les formes les plus proliférantes et les plus agressives. Alors, dans ça, c'est la génomique en fait des tumeurs classiques, hein. Et puis, dans le laboratoire, Jean-Charles
Claudia, ont posé la question de savoir si on pouvait passer à d'autres types de biomarqueurs qui pourraient être plus faciles à mettre en œuvre plutôt que d'aller faire des biopsies dans le foie, où vous savez que c'est toujours difficile à réaliser. En tout cas, ça nécessite des mains expertes. Alors, l'idée, c'était d'aller vers les biopsies liquides, ou ce qu'on appelle les biopsies liquides, qui permettent en fait d'analyser différents readouts, donc que ce soit l'ADN tumoral circulant, les exosomes, les microvésicules, etc., où différents échantillons peuvent être prélevés, que ce soit le sang, la salive, les urines, etc. Mais dans le laboratoire, on a choisi de travailler sur l'ADN tumoral circulant et sur le sang, et plus exactement sur le plasma. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui circule en fait, et pourquoi est-ce que l'ADN tumoral circulant circule dans le plasma? En fait, c'est bien connu que les cellules tumorales peuvent relarguer des différents acides nucléiques, et en particulier de l'ADN, donc dans notre cas, et que ça, c'est fait à différentes occasions, en particulier quand des cellules meurent, pendant l'apoptose, pendant la nécroptose, et ça va augmenter le nombre et la quantité d'ADN tumoral circulant qui, en fait, ne représente qu'une petite partie de l'ADN circulant total. Et ça, c'est très important aussi à prendre en considération parce que l'ADN, l'avantage, c'est qu'on puisse aller regarder différentes choses. D'une part, les mutations qui nous sont très chères, super. On peut aussi regarder du copy number, donc les délétions et les pertes de chromosomes ou les gains de chromosomes, les fusions de gènes, hein, quand on a des fusions qui sont très récurrentes, ou la méthylation en fait de l'ADN. Et on peut utiliser différentes techniques, que ce soit des techniques de deep sequencing, d'ultra deep sequencing, qu'on essaye aussi de raffiner pour être le plus spécifique possible. Parce que finalement, ce qui pose un petit peu le problème dans l'analyse de l'ADN tumoral circulant, c'est qu'on a beaucoup de contamination avec des allèles normales, et que finalement, les allèles qui sont représentés ici, qui viennent de la tumeur et qui sont éventuellement mutés, ne représentent qu'une petite partie en fait de l'ADN qui circule dans le plasma. Donc, il faut avoir des mesures qui soient à la fois qualitatives pour être sûr qu'on ait de l'ADN tumoral circulant, mais aussi quantitatives pour essayer de mesurer vraiment le nombre de copies d'ADN tumoral qui circulent. Et pour ça, on utilise deux grandes techniques dans le laboratoire, de l'ultra deep sequencing qui cible certains gènes qui sont fréquemment mutés, mais aussi de la digital droplet PCR qui va aller chercher des mutations hotspot sur certains gènes qui sont fréquemment mutés et toujours à peu près au même endroit. Alors, il y a déjà des travaux qui ont été réalisés en fait dans le carcinome hépatocellulaire qui avaient déjà montré l'intérêt des biopsies liquides. Ça, c'était des travaux qui avaient montré donc les mutations qui ont été identifiées dans le plasma comparées aux tumeurs, parce que c'est toujours très important de se dire est-ce qu'on est suffisamment sensible, mais surtout suffisamment spécifique pour bien représenter ce qui est présent dans la tumeur, hein. Et donc, c'était à peu près le cas sur un panel de gènes. Et puis aussi, c'était les mutations de TERT qui avaient été identifiées comme associées au MOE pronostic quand elles étaient détectées dans le plasma. Alors, à quoi ça sert? Ça peut servir à faire de la détection précoce. Donc, l'idée, c'est on suit des patients de manière cirrhotique, par exemple, qui sont très à risque de développer des carcinomes hépatocellulaires. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut identifier parmi ces patients ceux qui vont être le plus à risque de développer un carcinome hépatocellulaire, éventuellement même avant l'image radiologique, parce que c'est ça qui est en jeu. Donc ça fait partie des questions qui peuvent être posées donc, il faut un test qui soit très sensible, hein, mais aussi très spécifique pour pas avoir trop de faux positifs. Et puis, on peut poser la question de est-ce qu'on peut développer des marqueurs qui soient associés au pronostic hein, en allant typer l'ADN tumoral circulant, et est-ce qu'on peut avoir des marqueurs qui puissent prédire la réponse à des traitements, que ce soit ici Atezo-Beva, qui est un des traitements de référence en première ligne du carcinome hépatocellulaire, ou d'autres. Et tout ça va vous être détaillé par Claudia, qui a eu pendant sa thèse ciblé en fait sur ces différents pathways sur les gènes qui sont les plus fréquemment mutés dans le carcinome hépatocellulaire, pour aller développer des nouvelles techniques qui permettent d'identifier de manière sensible et spécifique les mutations dans le plasma. Merci.
Dans notre projet, nous avons inclus 229 patientes, dont 56 atteintes d'une maladie chronique du foie, mais n'ayant jamais développé un CHC. Et par contre, dans l'autre groupe, on a inclus 73 patients atteints d'un CHC, et pour ces 173 patients, nous avons recueilli un ou plusieurs échantillons de plasma en totalisant 762 plasmas. Et ensuite, ces échantillons ont été répartis dans trois groupes. Un groupe actif composé par 502 échantillons qui ont été prélevés au moment de la diagnostic ou au traitement. 154 échantillons de plasma recueillis 24 heures après un traitement loco-régional, l'ablation ou la chimioembolisation, et 116 échantillons de plasma de le groupe inactif qui ont été recueillis quand il n'y avait pas de preuves radiologiques du CHC, mais le patient avait déjà été traité par un CHC. Voici les caractéristiques des patients et des tumeurs. Donc, la plupart des patients étaient des hommes et cirrhotiques, à la fois dans le groupe sans CHC et dans le groupe avec un CHC. Et les tumeurs, la plupart des échantillons a été prélevée au stade le plus précoce. Donc, tout d'abord, nous voulons évaluer la détection des mutations dans l'ADN tumoral circulante. Et donc, nous avons sélectionné les échantillons du groupe actif, inactif et du groupe du contrôle. Et nous avons observé que dans le groupe actif, le taux des mutations était significativement plus élevé que dans le groupe de contrôle et inactif, avec des échantillons qui étaient mutés dans 3 gènes des 5 gènes que nous avons évalués. Et en ce qui concerne les mutations, cette augmentation était également retrouvée pour le promoteur des TERT, la bêta-caténine et TP53. Et ensuite, on 149 patients des 173 de la cohorte CHC. Nous avons également séquencé la tumeur, dont le profil moléculaire de la tumeur, vous le voyez sur la partie droite de la diapositive. Et on a évalué la concordance entre la tumeur et le plasma. Et nous avons observé que dans le plasma, bien moins fréquemment que dans la tumeur, euh, on peut retrouver la même mutation qu'on retrouve dans la tumeur, mais aussi des variants différents. Et donc, le plasma, l'ADN circulant, pourrait nous aider aussi à trouver des mutations que dans un prélèvement bioptique ne peuvent pas être retrouvées. Ensuite, pour évaluer la dynamique de l'ADN tumoral circulant chez le stade BCLC, que c'est la classification la plus utilisée pour le CHC, nous avons sélectionné 261 plasmas en incluant un plasma pour chaque stade BCLC chez chaque patient. Et nous avons observé que la concentration de l'ADN tumoral circulant est plus élevée dans les stades les plus avancés, même que le taux de mutation et le nombre de gènes mutés par échantillon. Et dans ces sous-groupes-là, nous avons effectué aussi une sous-analyse pour évaluer l'association entre le taux de mutation et l'alpha-fetoprotéine, que c'est le biomarqueur le plus utilisé pour le CHC. Et nous avons observé que dans chaque stade BCLC, au moins un tiers de échantillons qui étaient mutés dans l'ADN tumoral circulant étaient prélevés quand l'alpha-fetoprotéine avait des valeurs normales. Et en ce qui concerne les mutations, nous avons observé une augmentation des mutations du promoteur de TERT et des TP53 du stade BCLC0 au stade BCLC, tandis que pour la bêta-caténine, cette augmentation va du BCLC0 ou BCLCB, et après, cette tendance se stabilise. Et cette dynamique de l'augmentation de la mutation des TERT, TP53 et la bêta-4 suit celle des tumeurs, comme a été déjà décrit par le labo. Pour évaluer le rôle pronostic de l'ADN tumoral circulante, nous avons sélectionné 103 plasmas dans ces 103 patients au moment de la première ablation percutanée.
Et nous avons observé que la présence d'une concentration plus élevée d'ADN tumoral circulant était associée à une survie globale plus courte, même, et les mêmes résultats pour la détection des mutations. Et la détection des mutations a maintenu une association indépendante à l'analyse multivariée. Et la détection des mutations n'était pas seulement associée à une survie globale plus courte, mais aussi à une survie sans récurrence plus courte et à une dérécurrence plus agressive qui était plus fréquemment extra-hépatique et hors les critères de Milan pour la transplantation. Ensuite, nous avons exploré aussi le rôle de l'ADN tumoral circulant 24 heures après un traitement loco-régional. Et pour faire ça, nous avons sélectionné 154, 154 couples de plasma recueillis chez 96 patients. Et nous avons observé qu'après 24 heures en traitement loco-régional, on avait une concentration qui était beaucoup plus élevée qu'au début. Et quand on a fait une sous-analyse en observant, en analysant la concentration dans chaque stade BCLC, nous avons observé que cette augmentation était vraie pour tout le stade BCLC et aussi pour tous les types de mutations. Et enfin, nous avons évalué le rôle de l'ADN tumoral circulant chez les patients traités par une première ligne de traitement systémique. Et pour faire ça, nous avons inclus 356 plasmas chez 53 patients traités avec un traitement systémique. Et nous avons observé qu'environ 60% des échantillons sont mutés, avec un taux plus élevé de mutation pour le promoteur de TERT, suivi par TP53 et la bêta-caténine. Et après, nous nous sommes concentrés sur les patients traités par atezolizumab, bevacizumab, et en particulier sur les patients où on pouvait retrouver une mutation dans le plasma qu'on avait recueilli au baseline au moment du début des traitements systémiques. Nous avons suivi la mutation dans le temps et nous avons observé que dans le groupe qui avait un contrôle des maladies à la première évaluation radiologique, la mutation qui était retrouvée au baseline était disparue. Par contre, chez les patients qui avaient une progression de maladie à la première évaluation radiologique, la mutation qu'on avait détectée au baseline était toujours détectable. Et avant de conclure, je voudrais présenter très vite les cas de deux patients. Le premier concerne un homme avec une cirrhose liée à l'infection de l'hépatite C qui a été traité avec une première ablation pour un tumeur muté dans TP53 et avec une amplification de MET. Le patient a rapidement progressé, il a développé des métastases et donc il a été traité avec le sorafenib et il a progressé très vite aussi sous sorafenib. Et nous avons séquencé le plasma au moment de la progression et nous avons retrouvé la même mutation de TP53 qu'on avait retrouvée dans la tumeur. Après, pour la présence de l'amplification de MET, le patient était traité avec le tepotinib, qui est un inhibiteur de MET, et il a eu une réponse complète. Et dans les échantillons de plasma qu'on a recueillis quand le patient était en réponse, la mutation de TP53 était disparue, mais la mutation est réapparue quand le patient a progressé au tepotinib, et on a retrouvé aussi une mutation de la bêta-caténine. Le deuxième cas, c'est un cas d'un patient atteint d'une cirrhose liée à l'alcool et à l'infection de l'hépatite C, qui a fait une première biopsie et on a retrouvé dans le tumeur une mutation du promoteur de TERT et de TP53. Et la mutation a été pas retrouvée dans le plasma qu'on a prélevé au moment de la biopsie, ni à l'injection, les perfusions néadjuvantes de nivolumab ou au moment de l'électroporation, sauf au prélèvement après 24 heures. Les mutations ont été pas retrouvées tout au long de la thérapie adjuvante avec le nivolumab, sauf jusqu'à la 14e infusion, quand on a retrouvé les mutations de TERT et TP53, et la 14e infusion, c'était 3 semaines avant l'évidence radiologique de progression, quand on a retrouvé aussi une mutation de la bêta-caténine. Et ces mutations-là, on l'a retrouvée pour au moins les premières 4 perfusions d'atezolizumab bevacizumab.
Donc, j'espère de vous avoir convaincu que l'ADN tumoral circulant offre des informations dynamiques sur la biologie de la tumeur et pourra présenter un outil très utile pour guider la prise en charge clinique des patients avec CHC. Et je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui. Je vais juste répéter pour la personne qui est à distance. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a des méthylations en plus des mutations de TERT et est-ce que la méthylation, attends, du coup, enfin, est-ce que ça a un impact, quoi? Nous avons évalué seulement les mutations du promoteur des TERT, donc on n'a pas de résultats sur la méthylation. Sur expression. Mais en fait, ce qui... D'accord. Ok. Bon, on a pas... Dans l'équipe de Pierre, et c'est ce qui est fait aussi aux États-Unis. Maintenant, il y a des panels en fait de méthylation et de sites méthylés, qui soient sur Terre ou d'autres sites. Et l'utilisation de plusieurs loci en fait qui sont méthylés spécifiquement dans la tumeur, hein, peuvent être utilisés sur l'ADN tumoral circulant pour aller identifier de manière très sensible, hein, la remontée ou la réapparition, etc. Et pour l'instant, dans le CHC, ça a déjà été testé par la Mayo Clinic, avec des assez bons résultats, mais qu'il faudrait au fait confronter. Et peut-être on gagnerait aussi en spécificité en combinant avec des différents loci. Et l'idée, c'est d'avoir plus différents loci en fait concomitants. Oui. Arrêtez plus tôt, quoi. Oui, je pense que pour dire qu'avec l'ADN tumoral circulant, on peut dire on va arrêter, on va changer la thérapie, il faut, sont nécessaires une validation des résultats, bien sûr, mais l'idée, c'est d'avoir un outil en plus pour monitoriser les patients pendant la thérapie adjuvante et donc de prévoir un switch de thérapie. Donc, oui. Après, il y a un petit problème quand même aussi de spécificité. Et on voit quand même de temps en temps, il y a des ronds qui s'allument, qui s'éteignent. Et donc, l'idée, c'est aussi d'avoir deux prélèvements consécutifs qui soient positifs avant qu'il y ait une décision thérapeutique qui soit prise. Juste entre parenthèses. Par rapport à ça. On trouve les mutations les plus fréquentes en général dans le carcinome hépatocellulaire. Mais c'est 80% des cas. Donc, ça veut dire qu'aussi, dans 20% des cas, on n'est pas productif. Euh, Mais c'est complémentaire avec l'alpha-fétoprotéine. Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant dans le monde de l'hépatologie, parce que finalement, le biomarqueur de référence, c'est l'alpha-fétoprotéine. Et donc, on est capable de détecter des récidives précoces, hein, aussi chez les patients qui n'ont pas d'augmentation de l'alpha-fétoprotéine. Donc, on ne peut pas suivre avec un autre marqueur circulant. Une autre question. J'avais une dernière question par rapport aux patients qui n'ont pas de carcinome hépatocellulaire. J'ai cru voir qu'il y avait quand même quelques-uns pour qui il y avait de l'ADN qui apparaissait. Est-ce que ces patients, ils ont fait un CHC ensuite? Et est-ce que ça peut être utilisé comme outil de dépistage Pour les patients qui étaient déjà traités pour un CHC, Non. pour les autres, pour le groupe de contrôle. Et Alors, l'ADN tumoral circulant. oui, je pense que la concentration, dans notre corps, on a trouvé un patient seulement avec une mutation de la bêta-caténine avec un VAF très bas. Je pense que la concentration, par rapport à la concentration qui était pas mal, était un peu élevée dans le groupe de contrôle, je pense que c'est, comme Jessica dit dans l'introduction,
c'est nécessaire une évaluation qualitative et donc retrouver des mutations et la VAF de la mutation. Je pense que seulement la concentration, c'est pas suffisant pour dire on a un tumeur ou le patient va développer un tumeur ou pas. Si on a le temps pour ma question. Question. Vous avez une question? Pardon. Alors c'est peut-être très naïf, mais est-ce qu'il y a moyen d'évaluer l'hétérogénéité de l'ADN circulant lui-même, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des profils différents au sein du même patient? Et est-ce que c'est intéressant comme... Oui, avec l'ADN tumoral circulant, le fait c'est que c'est relargué par toutes les cellules de la tumeur. Et donc, on peut détecter, c'est un avantage sur la biopsie où on va trouver ou au moins séquencer les mutations seulement d'une partie de la tumeur. Avec l'ADN tumoral circulant, on peut avoir une idée un peu plus large de tout le landscape moléculaire de la tumeur. Donc, ça peut être... Mais on n'a pas encore utilisé ça. On n'a pas utilisé le degré d'hétérogénéité de l'ADN circulant comme... Il comme... faudrait faire Ouais. de l'équipe ultra deep séquencing, c'est un peu plus cher quand même. C'est pas. Merci, on va peut-être Merci. arrêter. Merci beaucoup.